du fond du cœur. Je vous salue à toutes et à tous. Je commence évidemment à m'adresser, Monsieur le maire, aux parlementaires, que je remercie vivement de leur présence, Madame la députée, Messieurs les sénateurs. Je salue Madame la présidente du conseil départemental, je vais en redire un mot bien sûr, le représentant de Madame Carole Delga, présidente du conseil régional d'Occitanie, tous les maires de la communauté de communes Conflans-Canigou et leur président Jean-Louis Jalat. Ça me fait grand plaisir de les revoir et pour certains, figurez-vous, même de les connaître, puisqu'ils ont été, une minorité d'entre eux, mais élus nouvellement l'année dernière, au mois de juin, c'est-à-dire en pleine pandémie, à un moment où les contacts étaient limités, et à un moment où je suis moi-même parti. En tout cas, je veux leur dire à toutes et à tous mon amitié, aux anciens comme aux nouveaux, et les féliciter de leur engagement au-delà de leur commune, bien sûr, au service du territoire. Et s'ils me le permettent, à les inviter, toutes et tous, avec évidemment les conseillères municipales, les conseillers municipaux, les conseillers communautaires, à toujours privilégier l'intérêt du territoire sur toute autre considération, bien entendu, dans le respect tout à fait légitime des convictions de chacune et de chacun. Mes premiers mots, vous le comprendrez, sont pour les habitants de Prades, qui sont ici réunis, un certain nombre en particulier, je les vois, celles et ceux qui habitent de l'autre côté, ce qu'on appelle la rive gauche, vous voyez, nous aussi, nous avons notre rive gauche et notre rive droite. C'est pas nouveau, mais j'ai évidemment en mémoire, et eux sans doute aussi, toutes les réunions de concertation. Je crois que la dernière, monsieur le maire, forcément remonte à avant la pandémie, donc avant mars 2020, mais pas tant que ça. Il me semble qu'on avait dû faire une dernière réunion publique sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui à la fin de l'année 2019, voilà, où il y avait eu beaucoup de questions, beaucoup d'habitants, mais évidemment un fort intérêt général, il n'y avait pas de doute pour ce projet, qui est un projet extrêmement fédérateur, extrêmement utile. Je vais y revenir d'un mot, non sans rappeler, puisque Jeanne Camps est là, que l'urbanisation de cette rive gauche de la Tête, elle est finalement assez récente, hein, dans l'histoire en tout cas. On peut dire que c'est le lycée. Je salue, où est-ce qu'elle est, madame la proviseure? Elle est là, approchez madame. Voilà, nous avons une nouvelle proviseure, elle aussi, ses inaugurations ont du bon, ses retours ont du bon, ça me permet de faire sa connaissance. Donc c'est le lycée qui a donné vraiment le coup d'envoi de l'urbanisation de la rive gauche de la Tête. On est à la fin des années 60. L'hôpital a très vite suivi. Et puis derrière, petit à petit, l'urbanisation qui fait même un pont, si je puis dire, un lien avec Caya, chère Josette. Où es-tu, Josette? Voilà, là-bas au fond. Nos deux communes sont maintenant liées à jamais. Et en revanche, ce qui est témoin, évidemment, c'était le cœur historique de Prades et ses quartiers. Alors il y a un pont, évidemment, que vous connaissez tous, qui est un pont important. Un pont qui a lui aussi une histoire très forte, qui était le pont à péage, qui réunissait ce côté-ci de la Tête et la vallée de la Castellane. Et mes premières pensées en inaugurant, en posant la première pierre de cette réalisation, va justement pour les lycéennes et les lycéens. Parce que combien de fois ai-je vu comme maire tous ces jeunes venir à pied là et descendre, voilà, franchir le pont jusque-là, rien à dire, si je puis m'exprimer ainsi, puis ensuite emprunter la déviation, normalement interdite aux piétons, et chacun sait que tout le monde respecte scrupuleusement les interdictions, s'exposant, et je le pense toujours, à une forme de danger,
Alors on a beau expliquer, on a fait des itinéraires bis, des formations, des explications dans tous les sens, avec un succès limité. Bon. Donc, là aussi, j'ai plongé dans l'histoire pour m'apercevoir que j'étais évidemment pas le premier à penser à faire une passerelle sur la tête. Quelques prédécesseurs avant moi, ça date des années 70, l'avaient envisagé, finalement jamais réalisé. Et puis les habitants, enfin, de ces quartiers, eux aussi exprimaient le désir. Alors, il faut dire, je vais être plus précis, ça aussi c'est l'évolution des temps. Quand on avait commencé à penser à cette idée dans les années 1970, en fait c'était un deuxième pont routier qui était envisagé. Alors peut-être que le coût, à l'époque, avait découragé ces volontés. Bon. Évidemment, nous, tout de suite, on est passé à l'idée d'une passerelle piétonne et vélo. Pour toutes les raisons que vous comprendrez aisément, les mobilités douces, le développement durable, le respect de la planète, en même temps donc la volonté d'unir les deux parties de la ville et d'assurer, je le disais, la sécurité des piétons et des usagers. C'est tout ça à la fois. Bon, c'est rien de révolutionnaire, mais la vie est faite de choses quotidiennes, d'idées de bon sens, qui finissent par maturer, par s'imposer. Bon, là encore, comme tout projet, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ce matin, avant de venir, je suis allé visiter le chantier dit Cœur de Ville. En fait, quand je n'ai pas visité le chantier Cœur de Ville, j'ai visité les fouilles archéologiques. Bon, là, c'est 2 ans dans la vue. Bon. Moi qui suis féru et passionné d'histoire, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas faire de fouilles archéologiques. Bon, on a trouvé certes quelque chose d'intéressant. Mais en fait, ça a retardé le chantier. Nous venons de la gendarmerie, chantier qui avance bien, lui aussi ô combien nécessaire. Il a fallu 10 ans entre l'idée et l'inauguration. Alors là, ce n'était pas des fouilles archéologiques. Là, c'était, ma foi, c'est bien son droit, la propriétaire qui ne voulait pas vendre de terrain. Donc, il a fallu recourir à ce qu'on appelle une déclaration d'utilité publique. Et la dame en question est allée jusqu'à la Cour de cassation. Vous voyez le temps, le tribunal de Perpignan, Cour d'appel de Montpellier, Cour de cassation, voilà. On a le temps de réfléchir. Bon, enfin, les choses avancent, c'est comme ça. Et je le vois tous les jours et à chaque fois que je le peux, ce sera d'ailleurs l'objet, je le dis pour les parlementaires ici présents, sans doute de la dernière loi de la présente mandature, qui s'appelle décentralisation, déconcentration, différenciation. J'ai ajouté, je voulais mettre un 4e D, décomplexification, mais le Conseil d'État m'a dit c'est pas beau. Donc on va faire plus simple, on a plein de simplification. Ça faisait plus joli 4D que 3D, bon, enfin bref, peu importe. En tout cas, il y aura plusieurs articles, je l'annonce aux parlementaires ici, qui viseront, dans la continuité de lois qu'on a déjà adoptées, mais à alléger le plus possible notre réglementation nationale qui, au moins autant que nos prélèvements obligatoires, est un frein au développement du pays et à la relance, en tout cas, qui se déploie bien, je le dis, ici dans les Pyrénées orientales comme ailleurs, on a un plan de relance, on signe avec les collectivités les accords de relance. Bon. Mais le principal obstacle ou frein à cette relance, c'est pas le manque de projets, ça même, il y en a encore plus qu'on pensait, c'est très bon signe pour le pays, ça foisonne. Initiative, non. Le principal obstacle sont nos procédures, éventuellement les recours qui peuvent être faits au projet, il n'y en a pas eu. Mais voilà, ainsi va la France. Et donc vous mesurez toutes et tous ce qu'il nous faut de ténacité à toutes celles et ceux qui, à un titre ou à un autre, ont la responsabilité de la chose publique pour aboutir. Il y a une autre façon de procéder qui nous permet d'aboutir, au-delà de la ténacité, c'est le travail le plus possible dans l'unité, autour de projets. Je le répète, et c'est bien normal, on est en démocratie, toutes les idées sont respectables et nous avons régulièrement des lieux de débat
qui s'appelle les élections, où chacune et chacun peut faire valoir sa conception des choses. Mais il y a des projets, et celui qui nous réunit ce matin en fait incontestablement partie, qui doivent savoir fédérer l'ensemble des parties prenantes dès lors qu'ils correspondent à une volonté des habitants et qui correspondent à des finalités précises que je vous ai rappelées et qui sont incontestables. C'est pourquoi je voudrais, au nom du maire de Prades, s'il me le permet, remercier l'ensemble des collectivités. Vous avez les chiffres là. C'est un projet quand même important. Hein. Ce n'est pas donné, parce que là aussi, je ne l'ai pas dit, mais monsieur le préfet, évidemment, il a fallu faire des études, là, des DTM et des trucs. Quelle incidence sur l'eau. Bon, les grenouilles, tout ça. Hein. Je rassure tout le monde. S'il y en a qui étaient inquiets pour les grenouilles, on a examiné leur sort. Bon, c'est fait ça. Mais le financement, parce que ça coûte cher, je le disais à l'instant, a été rendu possible par, évidemment, l'apport de la ville, mais aussi les subventions des collectivités territoriales. Vous avez les montants, ils sont loin d'être significatifs, et je voudrais donc vraiment remercier Madame Hermeline Malherbe, présidente du conseil départemental, et la région, Carole Delga, par l'intermédiaire de Julien Baraillé, pour leur adhésion à ce projet assez forte, qui est en tout cas marqué par les taux de subvention, comme on dit, qu'ils ont bien voulu allouer, et qui nous illustre une fois encore que quand on sait travailler ensemble au service d'intérêt général, ben les choses avancent mieux et plus vite. C'est aussi simple que cela. L'État, que j'ai l'immense honneur de représenter, évidemment, a apporté la plus grosse part. Et puisque je fais allusion à des projets communaux, je peux citer, monsieur le président, des projets intercommunaux intéressants Prades. Hier, un article d'un célèbre journal local rendait compte d'un autre gros projet pour le centre-ville, la maison Philippe. Ah oui. Gros projet, cette fois-ci culturel. La culture, c'est majeur, encore plus par les temps que nous traversons. Et là aussi, c'est un projet important du point de vue de sa volumétrie financière. Et je me réjouis, comme en a attesté l'organe de presse en question, qu'il soit subventionné à hauteur de 80%, avec, là encore, un concours important de la région, du département et de l'État, même tout à fait exceptionnel, qui permettra de faire revivre, après bien d'autres opérations, plus en rapport avec l'habitat, notre centre historique, monsieur le maire. Donc là, Yves Delcor vous l'a dit, les travaux vont pouvoir commencer. Nous espérons bien qu'ils puissent aboutir dans 10 mois environ, on va dire dans un an, hein, d'accord? Et qu'on pourra se retrouver pour la franchir. Bon. Je dis un mot, je ne suis que conseiller municipal. Mais évidemment, nous devons encore, la ville doit encore aménager les espaces et les cheminements pour atteindre la passerelle. Je rappelle aux Pradéennes et aux Pradéens que ça s'inscrit dans un projet cohérent. Partons, si on part de la rive gauche, il faudra aussi, Josette, améliorer les liens piétons et vélos avec Caya. On va franchir la passerelle. Il y a le véloroute, absolument, avec lequel la jonction sera faite. On pourra rejoindre le passage sous la RN 116, qui, je vous le rappelle, a été inaugurée en 2011, je dirais, ou 12, bon, peu importe, qui a été inaugurée. Et puis, aller vers le centre-ville de façon beaucoup plus simple et, encore une fois, par les mobilités dites douces. Et comme l'a rappelé M. Delcor à l'instant, par ailleurs, et il faut bénéficier à plein du plan vélo, élément du plan de relance, pour que, en lien avec notamment la collectivité départementale, nous puissions aussi faciliter, mais là dans une dimension plus globale, ces mêmes déplacements doux. Je dis une dernière chose pour les habitants de la rive gauche, c'est que nous voulons aussi améliorer leur sécurité
et la fonctionnalité, comme on dit, de leur quartier, par la réalisation d'un nouveau rond-point qui sera établi sur la RD, c'était combien 819, qui leur permettra d'avoir une deuxième possibilité d'accès au gros lotissement, parce que la sortie unique qu'il y a aujourd'hui, en tout cas dans Prades, est malaisée, peut-être accidentogène et ne contribue pas, comme on dit, à fluidifier la circulation. Bref, c'est tout un aménagement global qui vous avait été à plusieurs reprises présenté et au sein duquel l'ouvrage dont nous posons la première pierre aujourd'hui s'inscrit. Donc je suis heureux, comme Premier ministre, de venir évidemment sur mes terres, comme ça, surtout sur un projet qu'avec mon conseil municipal j'avais lancé. Je salue tous les élus de Prades, anciens et nouveaux, qui ont contribué à cette réalisation, à ce projet. Et je voudrais dire que, certes, c'est l'ancien maire de Prades qui vient sur ces terres, mais le Premier ministre est aussi parfaitement à l'aise, à Prades comme ailleurs, quand il vient ou inaugurer ou poser des premières pierres de projets extrêmement concrets, intéressant la vie quotidienne des gens. Parce que je pense que c'est la meilleure façon de réconcilier la politique avec les citoyens. Montrer ce que nous faisons, en donnant un sens. Oui, comme je l'ai dit, en posant la première pierre de cet ouvrage, eh bien, à notre façon, à notre modeste niveau, mais à notre niveau certain, nous améliorons la sécurité. Nous luttons contre le réchauffement climatique en favorisant des modes de déplacement alternatifs, et qui vont se développer, qui doivent de plus en plus se développer. Oui, nous améliorons, je le répète, le cadre de vie de nos concitoyens et nous réunifions. Il y en a qui veulent faire des murs, des frontières. C'est mieux de faire des ponts et des passerelles, je vous le dis. Voilà, c'est mieux de faire des ponts et des passerelles. Donc merci à toutes et à tous. Je suis encore une fois très heureux de vous retrouver ce matin. J'espère, cher monsieur le maire, qu'il y aura d'autres occasions de concrétiser des projets qui sont dans les tuyaux. Voilà, au niveau intercommunal, il y a des écoles. J'ai vu le nouveau maire de Vinça, il y a madame la maire de Caya, les écoles aussi, c'est l'avenir. Je rappelle aussi, monsieur le président Jalat, que j'y tenais beaucoup. J'espère que nous pourrons finaliser la future piscine couverte du Conflent, qui est très très attendue par les habitantes et les habitants. Bon, il faudra que l'État soit généreux en matière de financement, parce qu'une piscine c'est cher, sans doute aussi d'autres collectivités, je le dis au passage. Mais l'État doit donner l'exemple, parce qu'un territoire comme celui-là a du mal, tout seul. Et d'ailleurs, j'ai réorienté, puisque je parle de sport, les financements de l'Agence nationale du sport vers ce qu'on appelle les territoires carencés. Et plutôt que de distribuer à tout le monde, l'argent de l'État n'étant pas infini, eh bien, on va le donner à ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville et les zones de revitalisation rurale. Et il se trouve que le Conflent est une zone de revitalisation rurale, donc qui, je l'espère, pourra, je vais essayer d'y veiller, bénéficier de ces financements. Voilà, donc de belles perspectives. Je dis à nos invités, certains venant de loin, si par hasard ils ne connaissaient pas Prades et le Conflent, voyez comme celui-ci ou ceux-ci se sont mis en quatre pour nous accueillir. En réalité, les locaux savent bien que ce temps exceptionnel, cette pureté de l'air, cette qualité de l'environnement, c'est 365 jours par an. Vous comprenez, ça me manque aussi un peu. Hein? Bon, c'est très beau là où je suis, bien entendu. La France est belle partout. Mais ici en particulier. Merci beaucoup.